Bonjour, ici Mystique et vous écoutez Du mur au mic. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Bonjour, je m'appelle Catherine. Et moi, Adrien. Et vous écoutez Du mur au mic. Du mur au mic, c'est un podcast sur l'art, en particulier l'art urbain. Vous savez, tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert, eh bien notre objectif avec ce podcast, c'est de le faire connaître du grand public. Parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères, certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Mystique dans son atelier à Paris. D'abord, merci beaucoup Mystique de participer à Du mur au mic. Bienvenue dans l'atelier. Merci. Merci aussi à vous, très chers auditeurs, d'être avec nous, toujours plus nombreux pour ce 8e épisode. Si vous souhaitez voir les réalisations de Mystique et comprendre son univers, rendez-vous sur son compte Instagram Mystique officiel. Mystique, vous êtes une poète, une plasticienne. Vous êtes aussi une des pionnières du mouvement du street art en France. Vos œuvres recouvre Paris depuis 1985. Votre méthode, elle est simple, elle est percutante. Vous utilisez des pochoirs de la femme fatale, si je peux me permettre, accompagnés d'un texte, un jeu de mots, un poème, qui souvent ont rapport à la condition de la femme. Avant de vous dédier là, vraiment au street art, vous avez fait de la danse, si je ne me trompe pas, du théâtre. Pourquoi avoir choisi le street art comme mode d'expression au final? Parce que j'ai pas très bien réussi au théâtre. C'est légitime. Donc, à un moment de ma vie, je me suis remis en question. Et puis, comme je réussissais pas très bien au théâtre, j'étais plus souvent serveuse que comédienne. Pour gagner ma vie, j'ai fait pas mal de décors de théâtre. J'ai travaillé aussi pas mal dans les imprimeries et tout ça. Et donc, c'est ce qui m'a amené aux arts plastiques, en définitive. Puis ensuite, c'est des rencontres, des voyages qui m'ont fait découvrir ce qu'on n'appelait pas encore le street art, mais les arts urbains, enfin ce qui se passait dans la rue au niveau pictural. Parce que justement, vous avez vécu aux États-Unis au moment de l'émergence de la culture hip-hop. Vous avez aussi vu Paris suivre un peu le mouvement un peu après. Quel artiste peut-être qui vous a influencé à vous dire « OK, let's go, je vais dans la rue, je vais avec mon pochoir, je le fais, je l'essaye ». Alors, comme vous disiez, il y avait plusieurs influences. Comme je revenais des États-Unis, j'ai vu la naissance du hip-hop et puis donc ce qu'on appelait les graphes déjà, les tags. Enfin non, les tags, ça se disait pas en France. Et puis donc en France, j'ai rencontré des étudiants des Beaux-Arts qui peignaient les murs. Il y avait les Ripoulins. Eux, ils détournaient des 4 mètres sur 3, des affiches publicitaires. Ils les traitaient dans l'atelier et puis ils allaient recouvrir les 4 mètres sur 3 publicitaires de leurs œuvres. Il y avait déjà Jérôme Ménager avec ses corps blancs. Donc voilà, en voyant tous ces gens, il y avait les VLP, Vive la peinture, qui repeignaient les palissades à l'acrylique. Et voilà, ça m'a fait un petit déclic. Et comme je me cherchais beaucoup à ce moment-là, j'ai dit je vais essayer. Ça m'interpelle. En plus, j'avais fait du théâtre de rue, donc tout ce qui est un peu activiste dans la rue, ça m'intéressait. Et puis je m'y suis collée, voilà. Et puis je me suis pris au jeu. Ça, vous dites que vous avez fait du théâtre de rue avant de vous mettre au street art. Justement, aujourd'hui, c'est important pour vous de proposer un art accessible au plus grand nombre, directement dans la rue, ce qui vient un peu d'ailleurs à contre-pied des catégories d'offres culturelles classiques, si je puis dire, qui consisterait à dire que c'est plutôt au public de se rendre dans la galerie, dans le musée ou au théâtre. Oui, ça c'est une démarche que j'avais déjà dans les années 70, en faisant du théâtre de rue, où d'ailleurs on était un peu les troupes avec qui j'étais, étaient aussi des précurseurs du théâtre de rue, qui ensuite s'est développé, et c'est devenu maintenant les arts vivants, il y a même des subventions. Moi quand j'ai commencé à l'époque ça n'existait pas, ouais. Donc c'est bien aussi que, disons que j'aime bien être au début des choses. Au commencement. C'est comme en amour, c'est les meilleurs moments. La lune de miel. Voilà. Et puis c'est excitant. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je prendrais l'option de peindre sur les murs, alors qu'il y en a des milliers. Voilà. J'essaierais même de trouver quelque chose d'inédit.
Mais voilà, à l'époque, c'était une terre vierge, on va dire, surtout Paris. Il y avait très très peu, il y avait des graffitis un peu politiques, obscènes, mais il y avait pas de démarche artistique. Et donc, comme c'était nouveau, ça m'a intéressée. Quel est le processus de création? Bon, peut-être pas de A à Z parce qu'il y a plusieurs étapes, mais quel est votre processus initial? D'abord, c'est de savoir si j'ai encore quelque chose à dire, de trouver ce que je vais dire. Donc, ça passe d'abord par l'écriture. Et puis, en plus, et après, l'élaboration du dessin, c'est plus simple puisque ça fait des années que je fais des belles filles. Donc, à part trouver des postures et différents caractères de féminité, je me pose plus la question comment je vais illustrer ce que je dis puisque c'est la femme qui porte ma parole. Pourquoi la femme? Parce que vous avez quand même eu des pochoirs aussi d'hommes, mais pourquoi la femme est prédominante? Ouais, donc je fais un peu, quand même, quelquefois il y a des hommes, donc pour rire je dis qu'ils n'ont pas le rôle principal. Mais parce que c'est très dur d'illustrer un propos, ou que ce soit une citation, un aphorisme, une poésie, c'était difficile de l'illustrer. Donc au début je me suis représentée comme si la parole venait de moi. Après je me suis lassée de ce processus, prise de vue, de photos, tout ça. Ça m'a fatiguée un peu. Puis effectivement ça se tombait tôt dans l'autobiographie. Et on raconte beaucoup que c'est autobiographique ce que je fais, alors que j'ai pas le sentiment de raconter ma vie personnelle et intime. Je suis plus dans des pensées. Dans des convictions peut-être des fois aussi, en dénonçant... Sûrement, oui. Mais disons que c'est pas, je raconte pas ma vie quotidienne. Donc voilà, cette image de femme un peu générique, voilà, pour porter la parole. Est-ce que c'est une façon pour vous également de dénoncer la condition de la femme ? Je sais pas, c'est un peu un télo tout ça. En tout cas, j'aime bien le détournement. Oui. Donc je me suis amusée d'abord à détourner des images des femmes qu'on nous donnait à voir dans les médias. Donc la publicité, la mode. Et puis c'est vrai que c'est agréable de dessiner des jolies filles. Il n'y a pas que moi, Renoir à son époque, Modigliani, tout ça. Et c'est en peinture, on peint beaucoup les femmes. Donc voilà, je suis plutôt dans l'idée du détournement. Et puis voilà, ces femmes on dit des femmes objets, où je les prends, et de leur faire dire quelque chose. Voilà, c'est un côté facétieux. C'est mon côté facétieux. C'est vrai que chez les féministes, il y en a certaines qui sont très dérangées parce qu'elles trouvent mes femmes trop sexy, jouant avec justement tous les canons de la séduction. Mais moi, ça m'amuse de le faire, donc je continue, malgré les critiques. Et le lieu où vous allez le faire, est-ce que ça aussi, c'est réfléchi? Alors, réfléchi, je fais des repérages pour trouver les murs où je peux peindre, mais ils ne sont pas en fonction, par exemple, comme travaille Ernest Pignon-Ernest, sur la mémoire du lieu où il se serait passé quelque chose, sur l'histoire ni du quartier. J'ai tendance à dire que c'est moi qui crée la mémoire du lieu à partir du moment où je l'ai fait à cet endroit-là. Donc, je cherche surtout des raisons plastiques. Il faut que le mur me plaise. C'est vrai que j'aime bien les endroits un peu intimistes aussi. C'est vrai que j'interviens très rarement sur les grandes avenues, les grands boulevards. J'aime bien je préfère les petites rues, les impasses. Et puis aussi, ma stratégie a changé parce que j'ai été condamnée en 99. Donc, de 85 à 97, l'année où j'ai été arrêtée. Et pendant 2 ans, d'ailleurs, j'ai interrompu parce que j'étais en procès, donc c'était difficile d'intervenir. Je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangée. Donc, à cette époque-là, ces premières parties avant le procès, je faisais des promenades et je décidais de mes murs et je ne me souciais pas des autorisations, ça plaît pas, je le faisais. Une fois que j'ai été condamnée, il a fallu que je change de stratégie, puisque comme j'étais condamnée, je serais devenue récidiviste, donc d'autres condamnations. Ça coûte très cher, j'ai pas du tout envie de prendre ce risque. Donc depuis l'an 2000, je demande des autorisations. Donc mes repérages sont un peu différents, parce qu'il y a des murs qui me plaisent, mais j'ai pas les autorisations. Et les autorisations, en fait, les rez-de-chaussée des villes appartiennent quand même au commerce, aux commerçants. Donc la plupart du temps, je m'adresse aux commerçants. From the street to the wall, it will speak
Dans une interview, vous citiez Paul Éluard et le dur désir de durer. Laisser une marque justement dans cette ville, vous inscrire dans la mémoire de Paris qui vous est si chère, de votre passage en y ajoutant de la poésie, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur ? Oui, j'en ai fait mon sacerdoce de m'inscrire dans cette ville. D'abord parce que moi, je dois beaucoup aux autres artistes. À la littérature, et je trouve que quand on est artiste soi-même, on prend le relais de transmettre et de faire rêver, de faire réfléchir, et ça me va très bien. Qu'est-ce que cette ville représente pour vous, la ville de Paris ? C'est ma ville. C'est la ville où je suis née, c'est comme n'importe qui naît quelque part, et il est de cet endroit, et donc je suis attachée pour des raisons de sang, de tout, quoi. C'est mes racines, voilà. Bon, je suis inspirée par cette ville, par son bordel, par sa rigueur, par des fois sa propreté, des fois ses odeurs, par tout ce qu'on veut. Je suis influencée, mais voilà, par ce qu'elle est intrinsèquement. Vous disiez également que les œuvres que vous réalisez sur les murs de Paris ou ailleurs, et pour des expositions, ne sont pas forcément les mêmes. Pourquoi ? Parce que je ne vis pas que dans la rue, ouais. Il y a un public qui est très 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 varié, qui ne fait pas le choix de tomber sur une œuvre, donc ne serait-ce que pour les enfants. Ouais. Donc par exemple, j'ai fait des expos érotiques, c'est vrai que je ne vais pas m'amuser à mettre des images trop érotiques sur les murs, parce que je sais que tout le monde ne peut pas en avoir accès comme ça si on n'a pas le mode d'emploi. Ouais. Donc voilà, j'ai une autocensure. Vous adaptez au regard d'un public qui est très très large, donc je ne fais pas des choses qui seraient trop provocantes. D'accord. Voilà. Votre nom d'artiste mystique, ça vient du journal de Mickey, c'est bien ça, la sorcière du journal de Mickey? Oui, dans le journal de Mickey, il y a un personnage qui s'appelle Mystique. Et pourquoi? C'est un côté diabolique que vous avez en vous, un côté... c'est un côté, les sorcières, on est souvent, quand on est des femmes, si on n'est pas tout à fait dans la ligne, traitées de sorcières. Donc je trouvais ça sympa. À l'époque, tout le monde prenait des pseudos. Donc voilà, fallait un qui m'identifie en tant que femme. Donc c'est ça que j'ai choisi. Vous êtes une pionnière du mouvement de street art en France, et ça n'a pas toujours été facile pour vous. Vous avez fait plus d'une nuit en détention, même en 97. Vous êtes arrêté pour détérioration d'un bien par inscription, signe ou dessin, et ça s'est conclu par un procès en janvier 2000 devant la Cour d'appel de Paris et d'une amende de 4 500 €. Depuis, les institutions encouragent l'art urbain. Comment expliquez-vous ce changement ? Les institutions, ils ont mis longtemps à reconnaître qu'il y avait de l'art. Ouais. Voilà. Et on est pris au sérieux, en fait, relativement tard, puisque c'est à partir de Banksy, donc 2005-2006, qu'enfin, il y a eu une reconnaissance. Et il y a une reconnaissance de cet art parce qu'il il est rentré dans une économie. Parce que là, je dirais même qu'en fait, on parle de deux choses. Il y a les institutions culturelles, les musées, les fondations régionales d'art contemporain, et les professionnels, et les galeries aussi. Exactement. Il y a les professionnels, et derrière, il y a en plus un système légal qui va soit punir le fait d'aller graffer ou faire un pochoir dans la rue, ou même le sauver. Je pense notamment aux dernières œuvres de Banksy qui ont eu lieu à Paris, où maintenant il y a une plaque en plastique, pour protéger l'œuvre, qui a été placée devant. Et donc, c'est les paradoxes. Oui. Pour vous, le street art n'a été considéré qu'à partir du jour où, économiquement parlant, ça devenait quelque chose d'intéressant pour les galeristes. Oui, absolument. Oui, c'est quand c'est devenu économiquement viable que les gens l'ont pris en considération. Dès qu'ils ont senti qu'ils feraient de l'argent là, ça a été récupéré. Quand les œuvres d'un Banksy se vendent plusieurs millions en vente aux enchères, on peut considérer et envisager de mettre une plaque en plexiglas devant une œuvre pareille. Justement, même vous, depuis les années 2000, vous avez été de plus en plus sollicité. Vous avez été dans les galeries très renommées, des marques de vêtements, des commandes publiques, des foires d'art contemporain. Il y a La Poste que vous avez choisi aussi, qui a choisi une de vos œuvres en 2011 pour des thèmes pour la Journée de la femme. Le cinéaste Claude Chabrol qui vous demande de réaliser une affiche pour un de ses films. J'en passe, vous en avez fait plein dans votre carrière. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être
vous passez d'un procès à être finalement reconnu d'un grand public, Alors, à être quand même, apprécié. moi, ça s'est étalé sur les années. Ah, Et puis moi, j'ai fait le choix dès 1985. Dans les 2 ans qu'on suivit à peu près, j'ai tout lâché professionnellement pour ne me consacrer qu'à ça. Et il y a eu alors, parce que on a oublié, mais entre 85 et la guerre du Golfe, 90, il y a eu un premier engouement sur le street art. Il y a eu des premières ventes aux enchères qui ont été filmées, même chez Maître Binoche. Enfin, là, il y a eu quand même une effervescence. Quelques gens ont un peu émergé de là. Et c'est vrai que la guerre du Golfe et la crise économique ont tout balayé. Et des gens qui, à l'époque, étaient un peu connus, d'ailleurs, ont été balayés. Et... Fallait recommencer à zéro. Absolument. Alors moi, j'ai pas recommencé, j'ai continué. Certains ont abandonné et sont réapparus en 2004, 2005, parce que la demande était là. Et comme ils avaient fait déjà un parcours, même s'il avait été abrégé en quelque sorte, ils sont revenus, hein. Et là, c'est reparti. Donc moi, j'ai pas tout à fait vécu ça parce que je me suis tapé toutes ces années, les années de désert. Mais malgré tout, je survivais, hein. J'avais des commandes, je travaillais, je faisais des expositions. Pendant des années, les journalistes annonçaient ma première exposition, alors que c'était la 25e. Enfin, c'était toujours montré un peu... voilà, ça faisait un petit peu mousser, mais ça prenait pas. Pour que ça prenne, il faut qu'il y ait un mouvement. Voilà, et le mouvement, il est apparu tardivement. Voilà. Vous parliez tout à l'heure justement de ce nouveau modus operandi que vous avez dû adopter à partir du moment où vous avez été condamné, qui était notamment de demander aux commerçants, même si vous imposez cette carte blanche, comment réagissent-ils justement la plupart du temps ? Alors, il y a les gens, ils sont très timides, ouais. Pour rester poli. C'est-à-dire que même si ça leur plaît, souvent, ils n'osent pas. Ouais. Alors, ils vont évoquer leur concierge, le gardien, leur client. Donc quand même, je fais pas mal de demandes avant qu'on me dise oui. D'accord. Disons que il y a, je sais pas, 45% de oui. Transformation. Voilà. Ouais, ce qui fait quand même une demande sur 2 à peu près qui est refusée. Oui, quoi. absolument. Mais bon, ça me suffit, Paris est grand. Oui, c'est vrai. Vous évoquiez le travail d'Ernest Pignon-Ernest, pionnier du street art, qui fait des œuvres également empreintes de poésie. Je pense notamment à la série de plus de 400 collages qu'il a réalisé en hommage à Rimbaud, qu'il a réalisé à la fin des années 70 à Paris et Charleville. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans son travail ? Alors, il fait partie des rares artistes d'art urbain que je connaissais quand même. Ouais. Moi, je suis une fan, quoi. C'est vrai que c'est le meilleur. Mais pareil, quand il faisait ça, il ne faisait pas du street art, non ? Non, l'étiquette a été créée un peu elle a après. été ajoutée bien tardivement d'ailleurs. Ouais. Maintenant, c'est devenu un incontournable, ce qui est formidable. Ouais. Parce que lui aussi, il n'était pas connu du grand public. Voilà, ça met du temps. Hein. Je crois que même Beaubourg l'a toujours pas acheté. À Paris, il a une très belle rétrospective de ses œuvres à Nice. Ouais. Mais à Paris, rien. Moi, je comprends pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas un grand musée. Parce que lui est originaire de Nice, mais il vit maintenant à Paris. Il vit à Paris et il travaille à Paris depuis très 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 longtemps. Donc je dis pas que c'est pas bien de faire une rétrospective à Nice, mais je trouve quand même regrettable qu'il n'y ait pas un grand musée parisien qui l'ait reçu. Et un certain nombre de vos œuvres, même la plupart, posent quand même des questions de la place dans la femme dans notre société. Est-ce que vous êtes confiante en l'avenir concernant, la place des femmes en général, et 2, si je peux prendre même plus votre cas, la place des femmes artistes dans la société française ? Ouais, mais il y a du boulot. Je suis confiante, mais il va falloir du temps. Hein. Bon, en tout cas, en ce moment, c'est vrai qu'il y a les filles là qui se remuent depuis tous les mouvements, MeToo, Balance ton porc, maintenant les affichages. Ouais. Et puis voilà, les ministres là qui sont élus, les filles elles râlent. Je trouve ça super bien entendu, les femmes arrêtent de se taire. Bien que ce ne sont pas non plus toutes les femmes, parce que dans mon quartier il y a beaucoup d'affichages là, de revendications féministes, et il y a beaucoup de femmes qui même se mettent à les arracher de rage. Ah oui. Ouais. Donc
Ce sont certaines femmes. Ouais. Mais c'est comme chez les hommes, il y a des cons partout. Mais qu'est-ce qui vous donne, en fait, encore ce petit espoir? Parce que ce qui se passe en ce moment avec la France n'est pas dans une position où on a envie de justement s'accrocher à quelque chose, j'imagine. Dans ma tête, en ce moment, j'ai l'impression qu'on recule. Ah ben, oui. C'est régressif tout ce qu'on vit. Au niveau de tout, des religions, du politique, c'est hyper régressif. Moi qui suis une petite fille des années 68, j'avais 11 ans, 68, mais c'est vrai qu'on m'aurait dit même il y a 30 ans qu'on irait dans ce sens-là, j'aurais pas cru. Et Je donc, pensais que qu'est-ce ça qui vous fait s'ouvrait vers garder la espoir? liberté. C'est la vie. Et de voir ces mouvements-là, de voir des gens qui... Oui, heureusement, il y a toujours des gens qui pensent, il y a toujours des gens qui se révoltent. Heureusement. Sinon, ce serait plus le monde. Mhm. Il y a toujours des convulsions. De voir que si sur certains points, peut-être les choses régressent, sur d'autres, elles évoluent quand même. Je pense avec notamment les femmes qui portent au effort, on va dire, comme ces féminicides, ce qu'on a pu... ça, c'était des cas de figure quand même, ou des situations qu'on n'avait pas vu qu'on n'avait depuis jamais longtemps. eues. Oui. Exactement. Qu'on gardait au silence, du moins. Oui. Depuis un moment. Parce qu'il y en a eu des manifestations aussi de femmes dans les années 70 qui n'étaient pas à piquer des verres. Hein. Ouais. Mais enfin, il y a du boulot, voilà. Et pour les hommes et les femmes. Oui, c'est vrai. Il faut sensibiliser tout le monde, Mais les bien éduquer. sûr. Et puis voilà, chez les hommes, il n'y a pas que des machos. Hein. Bien sûr. On a un bon exemple. On va lui donner. Je suis d'accord. Il y en a qui prennent soin de nous aussi. Faut pas les oublier. C'est bien vrai. Ce statut de femme street artiste, ou femme sans Alors, même femme être artiste, on spécifique va à- dire, oui, femme artiste plutôt. complètement. Il y a aussi du boulot, parce qu'il n'y a qu'à voir économiquement, les prix des œuvres, des œuvres féminines sont moins chers que celles des hommes. Et je suis un bon cas, parce que dans le street art, il faut voir ce que font certains artistes, et que je ne suis pas du tout dans ces prix, malgré le background, le travail, le parcours. Les messages qui accompagnent les œuvres sont souvent empreints d'humour. Est-ce que pour vous, c'est une façon de faire mieux passer le message, ou je ne sais pas si on peut dire ça en France, mais faire mieux avaler la pilule? Moi, c'est surtout une façon de m'amuser quand j'écris. OK. Déjà, c'est ça. C'est que déjà que j'écris pas beaucoup, mais j'essaie de m'amuser en écrivant. Et de donner plusieurs sens, voilà, je trouve. Surtout que dans la rue, il faut être bref, il faut que le message y passe rapidement. Et puis, donc, ça permet, en étant bref, d'avoir plusieurs sens, plusieurs niveaux de lecture. Voilà, c'est aussi pour moi, amuser un peu les autres. Et puis que... Voilà, je ne vais pas parler des passions tristes, mais disons que je suis plutôt pour des passions exaltées, passionnées, et je trouve que le sourire et l'humour me va mieux que le désespoir et la noirceur. Dans les artistes qui ont suivi le mouvement, on en voit... j'ai pris le vélo du 12e au 13e, j'ai vu plusieurs fresques ici et là. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup tant que ça qui utilisent des messages aussi. Est-ce que ça vous plairait d'en voir plus sur les murs? Alors, au tout début, quand j'ai commencé, j'ai cru que ça ferait un mouvement et que des poètes, pas seulement des dessinateurs, s'exprimeraient. J'étais très, très étonnée qu'il n'y ait pas eu plus de... Enfin, voilà, qu'il n'y ait pas eu plus de gens qui s'emparent de cette expression et se mettent à écrire sur les murs. Maintenant, je me suis habituée. Alors maintenant, il y en a quelques-unes. J'ai vu une fille, c'est super ce qu'elle fait, ça s'appelle Polissonne. Alors c'est très discret par contre, mais c'est très drôle. Donc voilà, il y a des petites apparitions. Sur des jeux de mots. Avec des jeux de mots, elle reprend des chansons qu'elle détourne, des petites phrases. Très sympa. On a eu l'artiste Madame aussi qui utilise beaucoup dans les collages. Exactement. Dans les collages, elle utilise toujours une petite phrase aussi. Et en termes d'évolution de style, vous évoquiez le fait qu'initialement, à vos débuts, vous étiez dans un travail plus autobiographique et qu'assez rapidement, vous étiez passé sur sur l'image. Messages. Exactement, en termes d'image. Est-ce qu'il y a eu d'autres faits marquants qui ont marqué un peu l'évolution de votre style dans le temps depuis vos débuts ?
Juste, j'espère que je dessine un peu mieux qu'au début. Parce que des fois, je revois les têtes que je leur faisais à mes filles, là. Et c'est pas toujours réussi. Mais bon, moi, j'ai vraiment fait mes apprentissages direct dans la rue, aux yeux de tous, quoi. Ouais. Et dites-moi, le rouge et le noir sont vos couleurs de prédilection. Pourquoi avoir choisi ces deux couleurs? D'abord parce que c'est dans la rue, c'est ce qui se voit le mieux. Vous mettez un jaune ou un vert, ça n'a pas le même impact. Bon, après, symboliquement, il y a tout ce que veut dire le rouge, le noir, donc ça m'allait bien aussi. Par contre, alors à l'atelier, là, vous tombez mal, puisque je suis sur une série blanche, rouge et noir. Mais voilà, je fais des choses en couleur. Voilà. Sur les autres supports, je fais pas mal de couleurs. Mais dans la rue, c'est très signalétique quand même. Voilà. Dans une interview, vous disiez avoir été influencé par les surréalistes. Y a-t-il un poète en particulier qui vous a marqué ? Ah bah, tous les surréalistes. Sans exception. Non, sans exception. Tous les Non, réalistes. alors très petite, toute petite, celui qui m'a vraiment... Alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu naïf, mais c'est vrai que dès 8 ans, j'ai lu Prévert et ça m'a complètement amené aux autres. D'accord. Donc voilà, le premier, qui a tout fédéré, c'était Prévert. Mais après, je suis sensible franchement, je trouve que pour moi, dans le XXe siècle, c'est un mouvement qui a vraiment ouvert beaucoup de choses, les surréalistes. André Breton disait « L'amour, la poésie, c'est par ce seul ressort que la pensée humaine parviendra à reprendre le large. » Est-ce que c'est ce qui vous guide quand vous réalisez une œuvre, de faire prendre le large aux personnes qui voient vos œuvres ? Enfin oui, je suis un peu d'accord. Je pense que la poésie, c'est un médicament. Ouais. Voilà, qu'on devrait en consommer le plus souvent, consommer, quotidiennement du moins. Absolument. Il faudrait des ordonnances de poésie. From the street to the wall, it will speak to you. From the street to the wall. Dans une entrevue, je crois, c'était avec Arte, vous dites que vous êtes féministe, anarchiste, hédoniste. Vous dites même, vous allez plus loin, vous dites que vous êtes pire que féministe. Oui, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? parce que je pense qu'on est nettement supérieur aux hommes. Non, je déconne. Non, mais parce que justement, on est vite enfermé. Vous voyez, et par exemple, je peux être en conflit avec certaines féministes. Je peux être en conflit avec certaines femmes qui ont des pensées que j'aime pas non plus. Donc c'est difficile de cerner tout ça. Donc, je suis pour l'égalité, bien sûr, des salaires. Mais il y a des jeux entre hommes et femmes que j'ai pas du tout envie d'annuler. Donc, c'est compliqué. Et comme je suis pas une théoricienne, ce genre de choses, vaut mieux en parler avec des femmes philosophes ou des intellectuels. Moi, je suis plus... Enfin, voilà. J'ai pas un travail intellectuel là-dessus. C'est plus spontané. Je crée pas... en me disant que je vais changer le monde, que je vais changer la société. Je suis dans ma partie artiste. Et même d'être artiste dans ce monde, c'est un choix c'est choisir une place qui me va très bien. Sinon, j'aurais été politicienne ou banquière, je sais pas, mais bon. Donc, et je suis pas une militante non plus. Donc c'est des questions difficiles pour moi. Voilà, je me dis pas que j'écris pas pour faire changer les mentalités. Si elles changent, tant mieux. Si ça fait rêver quelqu'un, tant mieux. Si ça provoque l'envie d'écrire à quelqu'un ou d'ouvrir un livre, tant mieux. Mais je suis pas une prof, je suis pas une pédagogue non plus. Hein. Donc je lance mes petites phrases, je lance mon travail, voilà. Et si ça peut contribuer à faire évoluer les mentalités, tant mieux. Je lance mes filets et ce qui remonte, on ne sait pas. Depuis plusieurs mois, on l'évoquait, on a vu dans les rues de Paris de nombreux collages qui dénoncent les féminicides en France, ce mode d'expression revendicateur et qui n'est pas sans rappeler les affiches et les graffitis de mai 68, dénonce un patriarcat encore présent en France. Que pensez-vous justement d'utiliser la rue pour alerter l'opinion publique quand des relais plus classiques comme les médias ne le font pas ? Moi, je trouve ça super ce qu'elles font les filles en ce moment. Mais voilà, c'est politique. On n'est pas dans une démarche artistique. Non, c'est bien là où c'est différent. C'est-à-dire que si la démarche est différente, l'utilisation de la rue comme moyen d'expression est un lien. Voilà, voilà, il y a autant de. Enfin, ça nous unit. C'est la rue, les murs qui nous unissent. Mais
pas le champ artistique. Non. Mais C'est politiquement, sûr. et que les filles soient actives et que des femmes se manifestent, oui, comme vivent les manifestations, vivent toutes les manifestations, toutes les expressions. Ouais. Mystique, nous arrivons à la fin de cette entrevue. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Il y a des projets que vous avez en tête ou que vous voulez réaliser? Ouais, j'ai toujours des projets. Ben, je tiens juste que ça continue, rester vivante le plus longtemps possible. Voilà. Continuez Et- à faire ce que vous faites. Ouais, ça me va pour l'instant, tout va bien. From the street to the wall, to the wall. It will speak to you. Mystique, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Bah, de rien. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté du mur au mic. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à liker notre page si vous avez aimé. Vous pourrez retrouver le travail de Mystique sur son compte Instagram, @mystiqueofficiel, ou sur son site web, mysticinparis.com. Vous pourrez retrouver toutes nos actualités sur notre compte Instagram du mur au mic. Et pour vous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. From the street to the wall.